va avoir perdu un peu. Donc, j'expliquais juste avant, excusez-moi, je répète parce que j'avais pas enregistré pour les gens qui verront le replay. On était en train de dire que en cas de stress, on avait notre système sympathique qui s'activait et qu'on avait donc une bouffée d'adrénaline avec tout ce que je vous ai cité. Je vais pas tout répéter, même si j'ai oublié de partager et d'enregistrer mon écran. Et puis, notre système parasympathique qui est finalement un frein qui est là pour nous relaxer. OK? Donc, on fonctionne vraiment comme des animaux. Et quand on est sous stress, vraiment sous stress aigu, eh bien, souvent, on perd justement, on a par exemple le syndrome de la feuille blanche, on a appris plein de choses, etc., mais on n'y a plus accès, simplement parce que ce système, on se sent, on n'a pas de danger, mais dans notre tête, c'est comme si on était en danger quelque part, par le biais de nos pensées. Et finalement, on va perdre tous nos moyens parce que quand on est dans cet état, avec le sympathique qui est très activé, c'est pas là où on a accès à notre néocortex, à notre réflexion, à notre analyse. On est plutôt dans un mode automatique et dans un mode réactif. C'est pour ça que, par exemple, vous avez bien bossé à l'école, vos examens, etc. Et le jour de l'examen, ben, vous stressez pour l'oral et pour l'examen, et puis vous êtes devant une page blanche et puis vous n'arrivez plus à vous souvenir. C'est le stress qui vous empêche de vous souvenir parce que notre organisme ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, quand vous imaginez le pire, ou, eh bien, ça, pour votre cerveau, c'est vrai, c'est comme si vous étiez en danger. Donc, système sympathique, parasympathique, c'est important d'en parler puisqu'on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, je vous parlais de la théorie polyvagale. Je vous demandais si vous connaissiez. Alors, la théorie polyvagale, c'est une théorie qui a été mise en place par Stéphane Porges. C'est une théorie qui est beaucoup utilisée aujourd'hui pour expliquer ce qui se passe chez l'être humain. Je vous ai parlé du sympathique et du parasympathique au niveau du système nerveux. Eh bien, il semblerait qu'on ait même trois voies, c'est-à-dire qu'on a bien le système sympathique qui s'active quand on est stressé, et au niveau du parasympathique, qui est ce frein, parfois le frein nous empêche de réagir et on est même carrément figé. Vous avez peut-être vu des animaux qui sont complètement figés parce qu'ils sont trop stressés. Eh bien, ça peut nous arriver aussi. Finalement, on va dire qu'au niveau de notre système nerveux, on a trois stades. Quand je suis bien, quand me sens connectée, je me sens en sécurité, j'ai des relations sociales. C'est mon système parasympathique ventral qui est activé. C'est le système qui me permet de me ressourcer, qui me permet de bien digérer, qui me permet d'avoir des relations sociales, d'être dans l'ouverture. Alors je reprends une métaphore. Imaginez par exemple, je suis, euh, je suis à la plage simplement, je suis reposée, je me détends, je suis avec mes enfants, je vois mes enfants courir, bien s'entendre, etc. Tout va bien. Eh bien, c'est plutôt, je suis détendue, c'est mon système parasympathique qui est activé. Et puis là, il arrive quelqu'un qui vient effectivement, mon enfant court dans l'eau et j'ai l'impression qu'il va se noyer, je vois qu'il commence à bouger comme ça. Et là, d'un coup, tout mon cerveau va m'envoyer un coup d'adrénaline. Je réagis, je suis vigilante, je cours et je vais récupérer mon enfant avec parfois même une force incroyable parce que c'est mon système sympathique, pardon, qui va s'activer. Et puis, je quitte la plage, c'est la fin de journée, je m'en vais et puis j'arrive sur un parking. C'est le soir, je suis toute seule avec mes enfants et là il y a des voyous qui sont autour de moi, qui commencent à m'entourer, qui commencent à m'agresser et d'un coup je me sens complètement impuissant et puis parce que je me rends compte que j'ai pas la main, etc. Je suis complètement figée, comme paralysée, et je sais plus quoi dire. Je suis figée. Là, c'est mon système parasympathique dorsal qui va freiner parce que je me sens complètement impuissant. Et ce système parasympathique dorsal, ce qui est intéressant, c'est qu'on a compris qu'il était activé aussi dans la vie de tous les jours, parfois quand on est un petit peu dépressif, quand on a l'impression de plus savoir quoi faire, d'être dépassé, d'être débordé, quand on n'avance plus en fait. Et la théorie polyvagale est intéressante quand on s'intéresse à la gestion du stress. OK pour vous?
Ensuite, je détaillais un petit peu au niveau du système nerveux ce qui se passe. Quand vous avez effectivement une menace, ça passe, bon, je fais du détail, mais très simplement, ça passe par l'hypothalamus qui va activer tout le système sympathique qui va finalement sécréter de l'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Et on a en parallèle une hormone, on va activer l'hormone CTH au niveau de la grande glande surrénale et c'est le cortisol. Et puis, si tout va bien, j'ai un coup de stress, il y a du cortisol. Ensuite, l'hypothalamus va réguler, ça freine, c'est le stress aigu et je reviens à la normale. Mais parfois, quand c'est du stress continu, voilà, le stress chronique, eh bien, ça dure pendant des mois, voire pendant des années. Je suis stressée parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire face au travail. Je suis stressée parce que je suis dans un environnement toxique. Je suis stressée parce que je rumine régulièrement. J'ai des pensées parasites sans arrêt, etc. Et bien là, eh bien l'hypothalamus n'arrive plus à réguler et eh bien sachez que le cortisol a un effet toxique sur mes neurones. Et d'ailleurs, souvent, quand j'explique à mes patients, je dessine des neurones sur le stress chronique, hein. Des neurones, c'est comme un rond avec des petites pattes, des liens, etc. Eh bien, le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient manger carrément, quand on a du stress chronique, des neurones. Il vient attaquer les neurones au niveau de l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire, la zone de la concentration. Et puis en plus, on a énormément d'autres impacts quand on est stressé. Vous avez une diminution de la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur. Vous avez une diminution de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Une augmentation, bien sûr, du cortisol et de l'adrénaline. Une diminution de l'hormone natriurétique, donc on peut avoir aussi de l'hypertension. Une diminution de la DHEA, c'est une hormone qui est liée au vieillissement. Donc, la meilleure crème anti-rides, c'est la zénitude. Ça coûte moins cher. Bref, on a un tas de choses qui se passent dans le corps qui entretient. On a aussi un effet au niveau des gamma qui nous donne des idées noires. Bref, il y a tout un système autour de nous quand on est en situation de stress qui va se mettre en place. Voilà. Et finalement, dans le stress, vous allez avoir trois phases. Vous avez la phase d'alarme, c'est un petit peu la phase aiguë, la phase de résistance où je mobilise mes ressources pour essayer de m'adapter à la situation, et puis où je réussis à m'adapter à la situation, et là, l'organisme va redevenir à la normale, il va s'adapter, ça sert à ça le stress en fait. Ou, eh bien, je suis complètement dépassée, et là, la difficulté n'est pas surmontée, ça dure dans le temps, eh bien, je peux avoir un épuisement. Donc, finalement, le stress, parfois on parle du bon stress ou du mauvais stress, eh bien, effectivement, quand on a un petit coup de stress, un petit coup, on dira, d'adrénaline, ça nous permet de nous activer dans la vie, ça nous permet d'avoir des challenges, etc. Mais quand ça dure trop longtemps, effectivement, ici, on voit qu'on va être fatigué, ça va diminuer, on va avoir un sentiment d'épuisement qui va entraîner en plus peut-être de l'anxiété, de la colère, et puis ensuite, on craque complètement. J'espère que tous vous en êtes pas là, mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est cette diapo, hein. Si vous avez une activité régulière très soutenue, eh bien que vous gérez, sans vous imaginez que vous teniez comme ça un verre dans votre main, eh bien vous tenez une minute, ça va, vous tenez 4 heures, ça commence à être difficile, vous tenez la journée, au bout d'un moment, vous allez craquer. Donc ce qui à court terme n'est pas un problème, sur du long terme peut devenir un problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? D'ailleurs, quels sont les symptômes, qu'est-ce qui provoque le stress? Donc, le stress, c'est donc une adaptation qui est plutôt saine à la base, hein, à l'environnement. Eh bien, on va voir que les pensées, je vous ai demandé si vous ruminez, certains d'entre vous ruminent. Eh bien, vous allez voir que ruminer souvent, je vais vous donner un petit outil tout à l'heure qui peut vous éviter de ruminer, qui enlèvera une partie des ruminations. Les pensées vont vous générer du stress. Je suppose que vous le connaissez, vous le savez bien. Le corps, on verra que la posture du corps aussi peut diminuer ou augmenter le stress. Les objectifs qu'on se fixe,
Si par exemple on se fixe des objectifs trop élevés, moi j'ai un fils qui veut être performant, c'est le perfectionniste à tout prix. Donc, il se met toujours des objectifs au plafond. Il n'apprend pas le temps d'accueillir quand il a réussi des choses. Alors, c'est super parce que d'un côté, ça le booste parce qu'il a des critères élevés. D'un autre côté, sur du long terme, c'est épuisant. Donc, et ça va dépendre aussi des profils de personnalité. Si je faisais des liens avec l'énéagramme, je pourrais trouver des liens dans les profils de personnalité. L'alimentation, on sait par exemple qu'une alimentation où on manque d'oméga 3, on manque de magnésium, va avoir un impact sur notre système nerveux. Et pas que. Aujourd'hui, on parle aussi des microbiotes. On sait qu'il y a un lien avec l'alimentation et le microbiote au niveau de l'intestin. Si on mange pas assez de fibres aussi, on a pris trop d'antibiotiques, on peut détruire ce microbiote et avoir un impact sur la santé et notamment sur le stress. Le manque de compétences. Eh bien, effectivement, si vous avez un job où on vous demande de travailler sur tel ou tel sujet et que vous n'avez pas les compétences, que ce soit les compétences en communication, que ce soit les compétences en gestion des émotions, que ce soit des compétences techniques, en gestion de priorité ou des compétences techniques, que ce soit du savoir-être ou du savoir-faire, effectivement, ça va vous demander un effort supplémentaire pour vous adapter et ça fait partie des situations de stress. Les erreurs de perception, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie des situations de stress. Si on ne nous a pas appris ça à l'école, c'est dommage. Et puis bien sûr, l'environnement, le bruit, la chaleur, du monde autour, en fonction des situations, ça peut aussi provoquer du stress, bien entendu. Alors finalement, on pourrait dire qu'on a des sources de stress externes, le bruit, les autres. Sur les stresseurs externes, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, puis il y a des choses malheureusement sur lesquelles on ne pourra pas agir. Donc, ça va être à nous de renforcer notre parasympathique pour améliorer notre résistance aussi au stress. Et puis, on a des stresseurs internes. Il y a quand même beaucoup de stresseurs internes. Dans les gens que je rencontre, en tout cas, il n'y a pas que des stresseurs externes. J'ai pas assez de temps, c'est le dossier que j'ai pas rendu, c'est le client qui est mécontent. Mais en fait, c'est pas le client qui est mécontent finalement, c'est les histoires que je me raconte et l'impact que ça a sur moi, le client mécontent. Les ruminations, la mauvaise gestion des émotions, le manque de compétences et tout un tas d'autres. Donc en fait, notre personnalité, la façon dont on va voir la vie, nos compétences, je dirais, en communication, en gestion du temps, gestion des priorités, la relation qu'on a à soi-même va bien sûr avoir un impact important. Dans certaines situations, on va être stressé, d'autres pas du tout. Et donc, voilà un petit peu pour parler du stress globalement. La programmation neurolinguistique, la PNL, il y a la moitié d'entre vous qui ne connaissent pas cet outil, donc je vais passer quelques minutes dessus. La PNL, donc programmation neurolinguistique, programmation, ça veut dire qu'on est programmé quelque part dans des comportements. Je donne souvent l'exemple en formation. Imaginez, je suis petite fille et puis je me rends pas compte, je lis une poésie à l'école, j'ai allez, 7-8 ans, puis je suis stressée et puis ce jour-là, pas de chance, je fais pipi culotte. Et alors tous mes copains se moquent de moi, je me sens ridicule, humiliée. Et puis la vie passe, j'oublie cet événement. Et je ne sais pas pourquoi, eh bien, je suis manager et on me demande de prendre la parole en réunion et là, je me sens pas bien, j'ai peur d'y aller, etc. Eh bien, mon inconscient a capté qu'il y avait effectivement un problème face au monde parce que mon inconscient se souvient, lui, de cet événement. Et je suis programmée dans des comportements. Neuro, parce que tout ça, ça passe par notre système neurologique et notamment par nos 5 sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, etc. Et linguistique, pourquoi? Parce que les informations, les mots qu'on utilise sont beaucoup plus que des mots, sont des expériences. Et donc la PNL, finalement, c'est de la psychologie appliquée. Et comment est née la PNL? Eh bien, la PNL est née dans les années 70 et voici John Grinder et Richard Bandler
Ces deux personnes, un professeur en linguistique et l'autre, à l'époque, était étudiant en psychologie. Aujourd'hui, il est très, très connu en hypnose, en PNL, etc. Eh bien, ont décidé d'étudier finalement des gens de talent. La base de la PNL, c'est la modélisation, c'est-à-dire qu'ils ont étudié et décidé d'étudier des personnes qui avaient du talent et de reproduire, c'est un petit peu comme s'ils cherchaient un mode d'emploi pour reproduire les talents quelque part. Ils ont étudié tout d'abord des thérapeutes comme Milton Erickson, donc il y a beaucoup d'hypnose dans la PNL. Ils ont étudié l'analyse transactionnelle, ils ont étudié la gestalt, bref. Ils ont étudié d'abord des grands thérapeutes, des rois de la communication, puis des businessmen, puis toute personne. Ils ont créé ce qu'on appelle la modélisation. C'est une grille de lecture finalement qui permet de se comprendre, mais qui permet aussi de comprendre une problématique de un raisonnement, de modéliser, d'apprendre des talents, de comprendre, d'observer comment on fonctionne quand ça va bien, comment on fonctionne quand ça va pas bien. Globalement, la PNL nous donne une belle boîte à outils pour, globalement, je dirais, mieux gérer nos émotions. Vous voyez sur cette diapo, mieux gérer notre communication, avoir des relations constructives, objectifs, atteindre nos objectifs, avoir des stratégies de réussite. Et on a des outils qui vont travailler sur le présent ou sur le futur. Et on a aussi des outils qui vont travailler sur notre passé, parce que de notre passé, de notre éducation, de notre enfance, on va parfois avoir des ressources, des choses qui nous boostent. Et parfois, on aura aussi des traces négatives qu'on pourra utiliser, dont on pourra se libérer en tout cas de traces émotionnelles négatives. On a aussi des outils pour ça. Donc finalement, la PNL nous apprend tout ceci. Et c'est un petit peu comme si on avait un mode d'emploi de notre cerveau, chose qu'on nous a pas appris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'école, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu de cours de gestion des émotions, hein. Je n'ai jamais eu de cours de communication, alors qu'on parle toute la journée, on m'a jamais appris qu'est-ce qui fait qu'on se comprend pas, comment faire pour bien se comprendre, comment éviter les conflits, comment les régler. On m'a jamais appris non plus c'est quoi un objectif et comment l'atteindre et quelle stratégie moi je peux mettre en place. Et ben moi je trouve que rien que dans les bases de la PNL, enfin tout le monde devrait finalement acquérir ces bases à tout âge, même dès le collège. Alors pour aller un petit peu plus loin, alors excusez-moi pour ceux qui connaissent, je présente toujours cette diapo parce qu'elle est vraiment super importante pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. Donc je m'adresse pour ceux qui connaissent, ce sera une révision. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera une découverte qui va certainement vous apporter beaucoup de choses. Comment fonctionne notre cerveau? Eh bien, on pourrait comparer notre cerveau à un ordinateur. Ah, voilà. Bon, je vais passer à la diapo suivante. Notre cerveau, finalement, capte la réalité avec nos cinq sens. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on ressent. Le cas, c'est le kinesthésique, c'est le ressenti. Le toucher aussi. Le O, c'est le O de olfactif, ce que je sens, et le G, c'est le gustatif, donc nos cinq sens. Je suis là, mon cerveau enregistre un certain nombre de choses. Et mon cerveau va sélectionner certaines choses et pas d'autres. Parfois, il va faire des omissions, des distorsions, des généralisations. OK? Euh, Comment vous expliquer ça en termes simples? Notre cerveau, finalement, capte beaucoup de données au niveau conscient, mais il en capte encore beaucoup plus au niveau inconscient. Et finalement, comme il capte énormément, énormément de données, il ne peut pas gérer, donc il doit faire des choix. Sur les choses qui ne nous concernent pas ou qui ne nous intéressent pas, on va pas en avoir conscience, on va pas les voir. Alors je donne souvent, excusez-moi pour la répétition, mais je donne souvent le même exemple, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans mes formations. Une femme enceinte, le jour où je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais je ne la voyais pas. Simplement parce que mon cerveau faisait une omission. Une voiture neuve, c'est pareil. Le jour où on achète une voiture neuve, ben, d'un coup, on la voit partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais juste, je ne la voyais pas. Parce que mon cerveau faisait des omissions. Des distorsions, ben, les distorsions, c'est, eh bien, cette personne ne m'a pas regardé, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Je prends une situation et j'en tire une conclusion. Et ça, on fait tout ça. Et on fait tout ça tout le temps.
Et la généralisation, c'est j'ai eu une fois, alors je généralise mes apprentissages, et heureusement, hein, je sais conduire une voiture, je sais conduire à peu près toutes les voitures, mais imaginez, j'ai eu une expérience négative avec un patron, tous les patrons sont, et clac, tous les femmes sont, tous les hommes sont, je généralise mes expériences. Et mon cerveau fait tout ça pour mon bien, pour me faciliter la tâche. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je vais faire plutôt une omission, une distorsion, une généralisation? Eh bien, en fonction de mon passé, en fonction de mes expériences de vie, en fonction de mes valeurs, ce qui est important pour moi, et en fonction de mes croyances, que ce que je crois de moi, ce que je crois de la vie, ce que je crois de mon métier, ce que je crois de la politique, de n'importe de tout en fait, eh bien mon cerveau, c'est un petit peu comme s'il scannait quand je vis quelque chose, mon cerveau va scanner un peu tout ce que j'ai en arrière, et il va se dire ça, pas besoin, omission, ça veut dire ça, distorsion, et ça veut toujours dire ça, généralisation, ok? Et tout ça, ben, notre système d'interprétation va faire que j'ai des pensées qui vont finalement influencer mon état interne. Je vous donne un exemple. Imaginez, demain, j'ai 50 ans, ma société me licencie. Si je commence à me dire, OK, c'est fini pour moi, j'ai 50 ans, je trouverai jamais de travail, et c'est la galère, j'ai des enfants qui sont encore en âge scolaire, etc. Je vais jamais trouver de travail, j'aurai jamais la qualité de travail que j'ai dans ce job, etc. Imaginez comment est mon état interne. Agréable ou désagréable? En général, c'est désagréable. Maintenant, si je suis licenciée et je me dis, OK, eh ben, j'ai 50 ans, j'ai plein de compétences. Je vais en profiter pour pendant 6 mois, parce que c'est un licenciement économique. Je vais me poser pendant 6 mois et je vais faire un travail sur moi pour savoir vraiment ce que j'ai envie de faire et pour rebondir. Je vais même profiter pour faire des formations, pour m'améliorer et avoir un truc qui me plaît encore mieux. Comment est mon état interne? Ça va être complètement différent. Si, et en fonction de mon état interne, je vais avoir des comportements. Si je me suis dit, c'est fini pour moi, etc., je recherche, je vais jamais trouver, etc., je vais avoir un certain comportement et des choses que je vais faire et des choses que je vais pas faire. Et pareil, si je me dis, bah, c'est super, je vais me poser, puis je vais prendre du temps, etc. Et c'est un cercle qui peut être un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et on a chacun notre mode de fonctionnement. Ça s'appelle le modèle du monde. Et tous, ici et ailleurs, nous avons des croyances, des valeurs, des expériences de vie différentes. Donc tous, nous avons un modèle du monde, une façon d'interpréter les choses. Et ce n'est pas la réalité qui crée nos états internes. Souvent, ce sont nos interprétations, ce qu'on se raconte à propos de la réalité qui crée nos états internes. Donc, dans le stress, on a une partie qui est de la réalité, c'est voilà ce qui se passe. Et puis, il y a une partie, c'est tout ce que j'imagine qui pourrait se passer. Je dis ça pour les gens qui ruminent. Ou tout ce que je rumine qui s'est mal passé. Eh bien, tout ça, c'est 2 tiers, globalement, qui vont me provoquer du stress alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc, on peut agir sur le stress à différents niveaux. On va pouvoir agir avec des outils PNL et d'autres outils sur nos interprétations. Comme en thérapie comportementale cognitive, on apprend à observer nos pensées et à voir si elles sont valables ou pas. Eh bien, moi, je vais vous donner dans quelques instants une méthode très rapide pour travailler là-dessus. On peut travailler sur nos croyances et nos valeurs. Par exemple, quand on fait le praticien PNL, on va rechercher les croyances qui sont limitantes. Par exemple, je ne suis pas capable de gagner ma vie parce que je viens d'un milieu défavorisé ou parce que je suis une femme, je vais être patati patata. Bref, nos croyances, dans nos croyances, pour nous, elles sont vraies. Et il y a des choses qui nous aident et il y a des choses qui nous tirent vers le bas. Donc, on a des possibilités de décocher les croyances et on a des possibilités aussi on a des outils pour travailler sur nos croyances et les lâcher quand elles sont pas utiles. Nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous. C'est hyper important pour être bien dans sa peau, d'être en accord avec ses valeurs. On peut agir aussi sur nos états internes, donc on a des outils pour agir sur nos états internes, directement sur nos émotions, et on peut même agir sur notre comportement.
en PNL, on agit aussi sur notre imaging mentale. C'est-à-dire qu'on peut agir sur un souvenir, le souvenir que je m'en fais dans ma tête, et je peux varier les couleurs, la forme. On travaille par exemple comme ça dans la douleur en hypnose. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, on a par exemple des effets sur la douleur. C'est connu, ça se fait. Et on peut faire exactement la même chose avec des états internes négatifs avec la PNL. Donc on peut agir sur tout ce circuit finalement. Là, je vous ai mis des techniques. Par exemple, on peut avoir la technique du brouillage qu'on fait en PNL. On peut avoir des techniques issues de la PNL, des CCC et d'autres outils, mais ça, je vais passer rapidement. Et puis, je fais un lien simplement avec les niveaux logiques. Qu'est-ce que c'est les niveaux logiques? Les niveaux logiques c'est encore un outil de PNL qui a été créé, c'est la deuxième génération de PNL, qui a été créé par Robert Dilts. Et les niveaux logiques nous en disent beaucoup sur notre fonctionnement. Vous allez retrouver un petit peu tout ce que je vous ai dit avant, mais de façon complètement différente. Dans les niveaux logiques, par exemple, imaginez que je passe un entretien d'embauche et que je suis face à un recruteur. Donc dans ce cas, l'environnement, c'est mon recruteur. Mon comportement va influencer mon recruteur, c'est-à-dire ce que je vais faire, la façon dont je vais me tenir, la façon dont je vais respirer, ce que je vais dire va influencer mon recruteur. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce qui va influencer mes comportements? C'est mes capacités et mes stratégies. Dans mes capacités, il y a mes compétences. Déjà, est-ce que je sais parler? Est-ce que je parle français ou pas, par exemple, aussi, hein? Et comment je m'y prends? Mais qu'est-ce qui influence mes capacités? Eh bien, mes émotions. Mon état interne va influencer mes capacités. Je suis hyper stressée, j'ai beau appris, eu appris tous mes cours. Je suis tellement stressée, je perds complètement mes compétences, mes capacités, et je suis devant le recruteur et bah, je ne sais plus rien dire. Ou devant à l'oral du bac, par exemple. Et qu'est-ce qui influence mes émotions? Et bien au-dessus, on a les croyances et les valeurs. Si je crois que je suis face à quelqu'un qui est là pour me casser, eh ben, il y a plus de chances que je sois dans une situation émotionnelle négative qui va influencer tout le reste. Si je crois que c'est un entretien d'égal à égal, eh bien, j'ai plus de chances d'être, on voit là en fonction des enjeux, hein. Si je crois que c'est la dernière chance de ma vie et que si j'ai pas ce job, ben, je suis à la rue et mes gamins aussi, effectivement, je vais certainement être dans une émotion plus difficile que si je me dis, ben, je suis déjà en poste, je vais à l'entretien, si je l'ai, tant mieux, si je l'ai pas, tant pis, ça va être complètement différent aussi. Donc, mes croyances, mes valeurs, voilà. Au-dessus, on a l'identité, c'est qui je suis et le rôle que je joue. La mission, c'est le rôle que je joue. Et au-dessus, on a l'appartenance. Et là aussi, ben, ce qui est important, c'est que dans la vie, quand on est bien, c'est que nos niveaux logiques sont complètement alignés. Ce qui nous met en surstress, c'est qu'on a des comportements, notamment des comportements qui nous éloignent de nos valeurs. J'ai la valeur, par exemple, sécurité, et donc je perds mon travail. Eh bien, j'ai l'impression que je perds ma sécurité, même si en fait je peux en retrouver un très vite. Je vais être sous stress. Je suis RH, je travaille dans une entreprise, j'ai la valeur partage, don, aide, et on me demande de licencier 50 personnes parce qu'il y a un problème économique. Eh bien, là, ma valeur, j'ai un comportement qui n'est pas en adéquation avec ma valeur, ce pourquoi j'ai été embauchée au départ, et du coup, ça va générer aussi du stress et je vais péter un câble. Je suis infirmière, j'ai mon identité de soignante, j'ai des valeurs d'aide, etc. Je travaille dans un milieu qui ne me permet pas d'accompagner les personnes, pas assez de temps, etc. De la même manière, je peux effectivement être en décalage et là aussi, ça peut poser problème. Donc les niveaux logiques, c'est intéressant aussi pour se comprendre. On va beaucoup les utiliser en PNL dans l'étude d'une situation, dans l'étude par exemple du stress, pour comprendre où se passe le stress. Quelques exemples maintenant, parce que le temps passe vite, il est déjà 8h moins le quart, quelques exemples d'outils que vous pourriez utiliser. Oups, pardon, j'ai entendu un bruit, ça m'a fait sursauter. Donc, je ne sais pas qui a son micro allumé. Merci. Merci, Fanny.
Gérer son stress, on peut modifier ses habitudes émotionnelles, on peut modifier ses habitudes de pensée et savoir communiquer. Finalement, l'idée avec les outils PNL, c'est que plutôt qu'être dans un système où c'est pas moi, c'est la faute des autres, je culpabilise, je suis dans les émotions, etc., on va reprendre du pouvoir en reprenant sa responsabilité. En PNL, on va vous dire que vous êtes le premier responsable de votre vie. Ça ne veut pas dire que si vous avez vécu des choses difficiles, c'est votre faute, pas du tout. Ça veut dire par contre que vous avez les clés en main pour reprendre du pouvoir sur votre vie. Et quel que soit ce qui vous est arrivé, la question c'est qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on m'a fait plutôt que plutôt que on peut être victime, hein, ça existe. L'idée c'est d'avoir des outils pour prendre en main sa vie, faire des choix en fonction de ce qu'on a envie, réparer parfois, hein, dans certains, au niveau du maître praticien par exemple, on va réparer des choses, hein. Et donc je vais avoir des outils de communication, de mode d'emploi du cerveau, des processus, des stratégies et de la gestion des émotions. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui influence mes états internes? Vous voyez sur cette diapo. Eh bien, sachez que, sans même parler de stress, mes états internes sont influencés par mes pensées. D'accord? Mes pensées, on l'a vu tout à l'heure, ma façon d'interpréter ce que je pense va influencer mon état interne. Et puisque on a vu ici qu'on ne fait qu'interpréter, eh bien moi, je vous propose une première technique. C'est le je ne sais rien. Quand vous avez un état interne qui monte, là, comme ça, vous sentez qu'il y a quelque chose. Pour les gens qui ruminent beaucoup, pour les gens qui ont beaucoup de pensées parasites, là, qui, qui anticipent le futur négativement ou qui ruminent le passé, eh bien, soyez dans l'instant présent. Et plutôt, puisque on sait que de toute façon, on ne fait qu'interpréter, quand vous sentez qu'il y a un état interne, là, le stress qui monte, vous dites stop. Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits et je questionne. Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits et je questionne. Eh bien, vous allez voir. Dites-moi si ça ne vous aurait pas été utile dans votre vie jusqu'à maintenant si vous aviez pratiqué ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais rendez-vous avec un client, il n'est pas venu. Si je suis anxieuse, je vais dire, oh là là, c'est de ma faute, peut-être que j'ai pas été assez bonne, c'est pour ça qu'il vient pas, mais j'en sais rien en fait. Si je suis parano, je vais dire, ah mais quand même, il devait le savoir, il aurait pu me prévenir, je ne sais pas. La bonne réflexion, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas. Les faits, c'est simplement que le client n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas dire je ne fais rien. Je prends mon téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si je l'ai pas, eh bien, je vais dire je ne l'ai pas au téléphone, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur le factuel, ce qui est observable, et je pose des questions pour essayer de savoir ce qui se passe. Pareil, j'attends mes enfants, j'attends ma fille qui devait arriver à 20 heures, il est 21 heures, elle n'est pas là. Ben, plutôt que de m'énerver, je prends mon téléphone pour savoir où elle est, mais même si elle répond pas, je me dis, je ne sais pas. Si elle savait qu'elle devait arriver en retard, eh ben, ce sera toujours le temps de passer une avoinée. Si elle a eu un problème, de toute façon, je ne peux rien faire. J'ai appelé. Donc ça, vraiment, je pense que c'est vraiment. Alors, ça peut paraître surprenant quand je vous le dis comme ça, mais je vous garantis que c'est de la TCC rapide, la thérapie comportementale et cognitive très synthétique, qui marche très très bien. Ne me croyez surtout pas, mais expérimentez. Donc ça, c'est le premier petit outil tranquille que je vous donne. Ensuite, qu'est-ce qui agit sur les pensées? Vous pouvez faire le je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien. Vous pouvez aussi, vous avez la télécommande à penser. Est-ce que vous focalisez votre attention sur toutes les catastrophes qui pourraient se passer ou est-ce que vous focalisez votre attention sur tout ce qui va bien dans votre vie? Mais moi, je vous propose simplement de vous poser une question. C'est qu'est-ce qui s'est bien passé pour moi aujourd'hui? Les petites choses que vous avez appréciées dans votre vie. Parce que on est dans un pays où on est quand même, alors il y a des gens en difficulté, on est d'accord, c'est pas facile pour tout le monde. Comparé à d'autres, c'est quand même pas, pour beaucoup de gens, ça va bien. Et bien souvent, c'est presque une rééducation, parce que notre cerveau,
pour survivre, a été obligé d'observer tout ce qui pourrait mal se passer. Il a été obligé d'observer tous les dangers pour pas se faire manger par un lion, pour pas, etc. Mais on a gardé ça. Donc, on a tendance naturellement à focaliser sur ce qui va pas. Et le travail qui est à faire, ben, c'est un peu les trois kiffs du jour, c'est qu'est-ce que j'ai apprécié dans ma journée. Vous avez votre télécommande à penser. Vous n'êtes pas obligé de focaliser votre attention sur le désastre qui se passe sur la planète. Vous pouvez faire stop sur votre télécommande de temps en temps, choisir vos émissions. Alors, je ne dis pas qu'il faut être ignorant, mais vous avez la télécommande à penser. Je vous propose donc de faire tous les jours qu'est-ce que j'ai apprécié dans ma journée. Et c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. C'est par exemple, je me suis levée, j'ai pas eu de douleur. Vous voyez, là, il y a 15 jours, j'avais un lumbago. Et bien, je peux vous garantir que quand on a mal, alors, un lumbago, c'est rien du tout par rapport aux ankles qui souffrent. Eh bien, la difficulté de l'être humain aussi, c'est que on a l'impression, parfois, je fais une grosse généralisation, vous m'excuserez, que pour vraiment profiter des bonnes choses, il faut qu'on soit en problème. Ben non, j'ai un problème de santé. Le jour où je peux plus marcher, je m'aperçois que c'était quand même super agréable de pouvoir marcher. Eh bien, moi, je dirais simplement, observez ce que vous appréciez dans votre vie. Et c'est des choses simples. J'ai bu un café avec une copine. Hier soir, je suis allée dîner avec une amie. C'était super agréable. Ce soir, je suis rentrée, la maison est propre, c'est nickel. Ben, c'est super agréable, j'apprécie. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Ça dépend sur quoi vous focalisez votre attention. Le corps, la posture du corps joue sur notre état interne. Carrément. La posture du corps joue sur nos états internes. Je vous propose de faire un petit exercice. Alors, je vais me mettre debout. Vous pouvez le faire même assis. Enfin, je vais me lever un peu. Ici, on a un point qu'on va appeler le centimètre. Et je peux me redresser ou je peux courber le dos comme ça et ça bouge. Voilà. Eh bien, si vous voulez, je vous propose de vous guider dans un petit exercice. Vous allez continuer à m'écouter, mais vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez baisser les yeux. Vous allez baisser les épaules et baisser la tête. Voilà. Vous recourbez un petit peu, vous recroquevillez sur vous. Et là, vous allez imaginer que vous arrivez à votre bureau. Vous êtes en bas d'un escalier de 150 marches. 150 marches. Et vous avez deux gros sacs très lourds à monter. Visualisez l'escalier, vous visualisez les deux gros sacs, vous vous tenez comme ça, puis vous observez surtout dans quel état interne vous êtes. Comment vous vous sentez, quelles sont vos pensées, quelles sont vos idées, dans quelle énergie vous êtes, comment vous envisagez le fait de monter ces escaliers. Observez-vous, auto-observez-vous. Et maintenant, hop, prenez une grande inspiration, tenez bien droit. Je vais couper mon... Voilà, vous tenez bien droit, toujours les yeux fermés. Et vous vous imaginez, vous tenez bien droit, même le thorax un peu sorti. Vous imaginez que vous êtes au pied de ce même escalier et vous avez toujours 150 marches à monter avec ces deux sacs très lourds. Quelle différence ça fait? Est-ce que vous avez les mêmes pensées? Est-ce que vous avez la même énergie? Quelle est votre vision? Voilà. Maintenant, on va faire un autre exercice, toujours les yeux fermés. Vous baissez à nouveau, vous courbez les épaules, vous pliez un petit peu, vous vous recourbez un peu. Et puis, vous allez imaginer que vous arrivez au bureau et vous avez des papiers partout. Alors, votre bureau professionnel ou chez vous, il y a des papiers partout, c'est l'horreur, il y en a partout. Vous savez que vous allez passer la journée à faire des factures, à trier, à ranger. Et vous observez comment vous vous sentez. Vous pensez, votre état interne. Prenez une grande inspiration, hop, vous vous redressez. Et vous arrivez, pareil, toujours les yeux fermés, même situation, vous arrivez au bureau. Et là, vous avez toujours le même papier à trier, toujours la même chose, toujours, et vous observez comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que ça fait une différence. Alors, on échangera tout à l'heure, mais souvent, là, vous pouvez me mettre peut-être dans le chat, oui ou non, parce que souvent, effectivement, notre posture du corps influence nos états internes. Il y a des études qui prouvent que quand on est redressé, quand on a le dos droit, en plus, on stimule un certain nombre d'hormones, on diminue le cortisol, on augmente a priori la testostérone, et puis simplement, on n'a pas le même dynamisme. D'ailleurs, on voit très bien les personnes qui sont un peu dépressives, souvent elles ne se tiennent pas pareil. Oui,
tout à fait intéressant, ok, intéressante, super. Les pensées évoluent très vite, me dit Laurence, et absolument. Donc c'est vraiment, vous voyez, des choses simples, il y a vraiment des choses extraordinaires, ce sont des choses simples que vous pouvez mettre en place. Donc quand vous avez un coup de moins bien, hop, déjà, vous vous redressez. Et il y a la PNL, il y a plein d'outils, mais il y a aussi le sport. Faites du sport, le yoga, le pilate, tout ce qui redresse aussi là le corps, ça va être super différent. Ensuite, eh bien, effectivement, le je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va vraiment pouvoir vous aider. Et puis, sur l'environnement, effectivement, je repartage mon écran, hop, parce que je m'aperçois que je parle sans, voilà. Eh bien, sur votre environnement, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir et il y a aussi des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Sachez que les émotions, c'est contagieux. C'est vrai que quand on est entouré de personnes dépressives, c'est difficile d'avoir la patate. C'est pour ça que je trouve une pensée pour les aidants, pour les personnes en situation difficile, mais aussi pour les aidants qui nécessitent parfois d'être aidés eux-mêmes. Et puis dans l'environnement, eh bien, les couleurs influencent notre état interne. La déco influence nos états internes. Donc, vous avez peut-être des choses à mettre en place ou quitter parfois certains environnements. Les émotions maintenant. Pour comprendre les émotions, à quoi... Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, c'est ma diapo qui avance. Donc le sais rien, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, je vous en ai parlé déjà. Un autre outil de gestion du stress. En PNL, on utilise ce qu'on appelle la technique de l'ancrage. Là aussi, je vais vous guider dans une expérience. Sur cette diapo, j'explique ce que c'est que la technique de l'ancrage. Quand vous vivez une situation, quelle qu'elle soit, vous avez des éléments externes. Vous avez des choses du V que vous voyez, le A que vous entendez, le K que vous ressentez, le O que vous le sentir, et le G, c'est le gustatif. Il se passe un événement, et en fonction de cet événement, vous avez un état interne. D'accord? Alors parfois, c'est un événement chouette, vous avez un anniversaire, vous voyez les enfants, vous entendez de la musique, tout va bien, vous avez capté des éléments et votre cerveau enregistre un état interne positif. Eh bien, c'est un petit peu comme si votre cerveau faisait un copier-coller. D'accord? Ça vous est peut-être arrivé, vous entendez une musique, un moment sympa, et puis clac, ça vous rappelle un souvenir. Ou alors, je vais vous donner quelque chose de plus pour vous démontrer vraiment ça. Les gens qui ont mon âge, peut-être des plus jeunes, je pense. Si on vous dit où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001, en général, comme c'était émotionnellement fort, vous allez vous souvenir de où vous étiez. Si je vous demande par contre où est-ce que vous étiez le 13 septembre 2001 avec le Twin Tower, eh ben, vous ne saurez pas. Pour les plus récents, je pourrais parler du Bataclan. Souvent, pour moi, je sais que par exemple, pour les Twin Towers, j'étais à Bruxelles dans un aéroport. Je ne l'ai pas appris par cœur, hein. C'est simplement que l'émotion était tellement forte que, effectivement, mon cerveau a intégré tout ça. Eh bien, donc le cerveau, finalement, vous avez un système de VACOG et vous avez des émotions et en fonction de la situation, bah, si l'émotion est forte, le cerveau va enregistrer tout ça comme si c'était un copier-coller. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si, par exemple, je suis retournée à l'aéroport de Bruxelles il n'y a pas très longtemps, bien rien que le fait d'être à l'aéroport de Bruxelles, je vais repenser naturellement au Twin Tower, parce que j'étais pas venue là-bas depuis des années. Eh bien, vous avez vécu vous mangez quelque chose, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu euh, Ratatouille, le dessin animé. Donc, c'est un dessin animé où un rat va faire une, va, un rat va être testé pour une ratatouille, il va être jugé par un critique, et le critique arrive dans le restaurant, il mange la ratatouille, et au moment où il met la ratatouille à la bouche, hop, on a plein d'images, etc. Et on voit qu'il revoit sa maman, et là, du coup, il a un grand sourire. Eh bien, le goût et l'odeur lui ont fait, hop, un ancrage, ça a ramené un souvenir avec un état interne. Donc, le processus, tout ça s'appelle un ancrage. Le processus d'ancrage qu'on va utiliser en PNL, notamment en hypnose aussi, c'est un processus naturel du cerveau qui fonctionne naturellement. Ça peut marcher avec des émotions, des choses positives, mais aussi avec du négatif.
J'ai eu un accident de voiture un jour où il neigeait et je suis tombée dans un ravin. Et ben depuis, après, en tout cas, cet événement, à chaque fois qu'il y avait de la neige, j'étais angoissée, j'avais peur. Parce que mon cerveau a associé la neige au danger. Et tout ça, on peut l'enlever. Alors ça, par exemple, j'ai pu l'enlever avec une désactivation d'encre, avec des outils de PNL. Donc, on peut se libérer de choses. Et là, par exemple, sur la question de l'ancrage, on va utiliser plutôt un souvenir que vous avez vécu aidant. Alors, je vous propose de faire une autre expérience et je vais vous guider dans cette expérience. Je vous propose de trouver un moment de votre vie où vous étiez super bien. Un moment de votre vie où vous étiez détendu, où vous étiez complètement relaxé. Un moment, si possible, avec une émotion forte. Alors, ça peut être un souvenir de vacances ou un souvenir autre, mais votre état interne, c'était vraiment le top du top. Je vous laisse chercher une petite minute et puis mettez-moi un petit yes dans le chat, comme ça je vais vous guider quand j'aurai plusieurs réponses. Et ensuite je vais vous guider, vous fermerez les yeux et je vais vous guider là-dedans. Alors, j'ai du OK, j'ai du yes, OK, voilà, super, très bien. Là, j'ai un de toi, allez-y, c'est génial, super. Alors, tout le monde n'est pas obligé de participer. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui souhaitent participer. 9, OK, très bien. Bah, écoutez, on va faire avec celles et ceux qui veulent participer. Voilà, super, les autres arrivent. Il faut le temps de trouver un souvenir. Vous vous rendez compte qu'on a du mal parfois à trouver des souvenirs sympas, alors qu'on en a plein en stock. Donc, merci à vous de participer. Eh bien, je vous propose de laisser vos yeux se fermer tranquillement, de vous installer confortablement et de vous laisser guider par le son de ma voix. Vous aurez besoin à un moment de faire un geste avec votre main. D'accord? Je vous le dirai à ce moment-là. Donc, laissez les yeux se fermer et puis vous allez simplement vous installer le plus confortablement possible. Je vous propose d'abord de focaliser votre attention sur le poids de votre corps, sur la surface sur laquelle vous êtes déposé. Vous entendez le son de ma voix. Focalisez votre attention sur le contact de vos mains où elles sont. Et vous allez entrer un petit peu à l'intérieur de vous, encore vous installer tranquillement. Et je vous demande de penser maintenant à ce souvenir. Vous allez vous dire simplement, c'était quand et c'était où. C'était quand à peu près, parce que le cerveau a besoin de repères temporospatiaux. C'était où à peu près, ça n'a pas besoin d'être hyper précis. Et puis, vous allez observer dans cette expérience tout ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il y avait autour de vous? Est-ce que c'est endroit de nature ou tout autre endroit? Est-ce qu'il y avait des couleurs? Quel type de couleurs? Est-ce qu'il y avait du bleu, du vert, du rouge, du orange? Est-ce que c'était plutôt sombre, plutôt clair, plutôt lumineux? Est-ce qu'il y avait de l'ambiance? Est-ce que ça bougeait? Ou est-ce que vous étiez plutôt fixe, mobile? Est-ce que vous marchiez? Est-ce que vous étiez debout? Quelles étaient les odeurs? Est-ce qu'il y avait des odeurs particulières dans ce lieu où vous êtes? Si vous êtes à la plage, vous avez peut-être l'odeur de la mer. Est-ce qu'il y avait des odeurs particulières ou une ambiance particulière? Et puis il y a peut-être des sons que vous entendez. Le bruit du silence, le son de la nature, ou peut-être des sons de voix, des rires, je ne sais pas. Le va-et-vient des vagues si vous êtes à la mer. Focalisez votre attention sur ce que vous entendez. Voilà. Et puis aussi, laissez venir des images, laissez venir ces visages vous envahir. Peut-être il y avait même des odeurs, peut-être il y avait même un goût. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez l'air sur le contact de votre peau? Et comment vous vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous sentez? Cette émotion confortable, agréable, sympathique. Dans quel état d'énergie vous êtes? Imaginez que vous n'êtes qu'à 50%.
de votre énergie. Vous allez maintenant choisir une couleur qui représente cet état interne. Imaginez que vous êtes en train de peindre votre corps. Vous mettez du bleu dans votre tête, enfin une couleur, excusez-moi, dans votre tête. Choisissez une couleur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur, peu importe. Mettez cette couleur dans votre visage. Vous n'êtes qu'à 50% de la sensation. Tout comme vous allez diffuser cette couleur dans votre corps, vous allez augmenter la sensation. Diffusez cette couleur dans vos épaules, vos bras, vos avant-bras. Vous êtes à 60% de la sensation. Diffusez cette couleur dans le haut du corps, le bassin, le bas du corps, vous êtes à 80% de la sensation. Vous augmentez la sensation. Diffusez tout autour de vous cette couleur comme si vous aviez un aura. Vous êtes à 110% de la sensation. Et quand vous êtes au top du top du top de la sensation, faites un geste avec votre main. Un geste facilement reproductible quand vous voulez. Ça peut être un anneau avec le pouce et l'index, par exemple. Intégrez ceci, ressentez. Voilà, super, très très bien. Lâchez l'anneau, ouvrez les yeux. Très bien. Et on va retourner une deuxième fois. Fermez les yeux. Revoyez cette scène. C'était quand, c'était où? Observez les sons autour de vous. Observez. Est-ce qu'il y a ce que vous voyez, des couleurs, les formes? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est fixe? Plongez-vous, vous y êtes. C'est comme si vous y étiez. Les odeurs. Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a du silence? Super, vous y êtes. C'est comme si vous y étiez. Ressentez comment vous vous sentez bien. Mettez cette couleur dans le haut de votre corps, le visage, les bras, les avant-bras. Vous êtes à 60, 70, 80. Vous montez dans l'émotion. Vous êtes à 100%, 110% de l'émotion. Et quand vous êtes au top du top, refaites votre geste, le même que tout à l'heure. C'est votre ancrage. Voilà, super. Très bien. Et maintenant, il vous suffira, alors vous pourrez le faire plus longtemps, mais là, il est déjà, vous pourrez le refaire tout seul aussi, si vous voulez. Vous pourrez refaire cet ancrage. À force de répétition, eh bien, il vous suffira simplement de faire ce geste et vous allez voir que naturellement, dans les minutes qui suivent, parfois les secondes, parfois quelques minutes, eh bien, cet état interne va revenir parce que vous avez associé cet état interne à cet ancrage. Vous pouvez ouvrir les yeux et je vais partager mes diapos. Qu'est-ce qu'on vient de faire là finalement? Eh bien, je vous ai plongé dans un souvenir avec les éléments du VACOG pour ressentir un état interne et on a ajouté ici un cas, un kinesthésique, c'est-à-dire qu'on a ajouté le geste. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau fait un nouveau copier-coller. Pour certaines personnes, ce qu'on a fait, ça suffit. Il leur suffira de refaire ça et ils vont retrouver l'état interne. Il n'y a pas besoin de tout refaire, hein, l'endroit, le truc, c'est que le geste. Ça s'appelle la technique de l'ancrage. Pour d'autres personnes, eh bien, il y aura peut-être besoin de le refaire plusieurs fois parce qu'il y a aussi un entraînement à tout ça. Et donc, c'est un outil, l'ancrage, qu'on va pouvoir retrouver. On peut régler avec la PNL, par exemple, une désactivation d'encre, quelque chose qui nous a gêné, ça prend 20 minutes, et on peut définitivement se libérer d'un état émotionnel négatif, par exemple. Voilà les outils que je voulais vous donner. Après, si pour la gestion du stress, il y a un outil qui est très intéressant aussi, c'est la cohérence cardiaque, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et taper cohérence cardiaque. Je vous donne vraiment, et aussi la méthode Tipeee. C'est d'autres outils qui ne font pas partie de la PNL, mais que vous pourrez utiliser vraiment pour réguler votre stress. Alors, tout ceci, et après, on va prendre quelques temps pour échanger. Je répondrai en direct à vos questions pour vous dire simplement, pour acquérir des outils, eh bien, ce que je vous ai fait là, par exemple, fait partie des bases PNL qui durent 3 jours, le technicien qui dure 7 jours, pour le praticien, le maître praticien. Donc, on a les cursus PNL et on a des cursus qui sont à l'intérieur duquel j'ai mis de la PNL pour du développement professionnel, notamment manager l'efficacité collective, qui est un cursus qui est accessible au CPF,
donc avec une prise en charge, le cursus coach niveau 1, le cursus coach niveau 2. Si vous allez sur le site, vous voyez aussi le livre, hein, Surmonter le stress et l'anxiété, que vous pouvez trouver et chez Amazon et chez des sites. Et puis, si vous allez sur le site internet, vous verrez des modules, par exemple, manager l'efficacité collective. Vous avez les 3 jours de base PNL, plus de l'analyse du technicien PNL, plus de l'analyse transactionnelle, manager soi et les autres, plus du management d'équipe, et cette formation est prise en charge. Si vous allez sur un cursus coach, eh bien, on va rajouter des outils Bastec Prat, des séances de supervision, de l'analyse transactionnelle, bref, des processus d'accompagnement. Et puis, on peut aller sur un coach niveau 2 avec du maître praticien. Bref, ça, c'est plutôt quand on a un projet de reconversion. Vous trouverez tout ceci. Oh, pardon. Hop là. Je coupe ça. Effectivement, il y a un enregistrement. Ah, mais j'avais partagé ou j'avais pas partagé mon écran? J'ai pas partagé mon écran, je crois. Si? Non, j'ai pas partagé mon écran. Donc, je sais pas ce que vous avez vu. Alors, c'était, je vous montrais ça en fait. Voilà. C'est ça que je vous montrais, les cursus. Et puis, le cursus base, tech, prat, etc. Donc, vous trouvez tout ça sur le site internet de toute façon. Donc, sachez que ça existe. Et ce que je vous propose maintenant, j'arrête mon partage. Et eh bien, je vous propose, si vous voulez, c'est de profiter. On n'est pas trop nombreux, donc on peut échanger en direct. Vous pouvez, celui qui veut parler peut. Alors, je regarde un petit peu. Je dois vous laisser. OK. Il y a une formation manager prise en charge. Oui, absolument. OK. Comment choisir entre le tech et le prat? Eh bien, en fait, c'est progressif. On ne choisit pas. On doit passer par le base, le technicien et après le praticien. C'est dans cet ordre. Voilà. Si vous avez envie de me poser des questions par rapport à votre problématique, je vous propose de mettre normalement vous avez une petite main que vous pouvez mettre, de décocher votre micro et je vous laisse me poser des questions. Je serai ravie d'y répondre en direct. Est-ce que quelqu'un, alors normalement vous avez la main pour décrocher vos micros, je pense. OK. Est-ce que quelqu'un veut échanger en live? Vous pouvez rester la caméra fermée hein, pour échanger, il n'y a pas de problème. Oui, Oui. Oui, alors je t'écoute, c'est Valérie. bonsoir. Oui, Bonsoir Valérie. moi, ce que je voudrais savoir, c'est que par rapport à mon souci, j'ai un problème parce que j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai des difficultés pour passer les entretiens professionnels parce que j'ai eu un problème avec un ancien employeur. Et donc, à chaque fois que, un employeur me pose la question de ce qui s'est passé, donc pourquoi j'ai quitté mon emploi, eh bien, ça me remonte tout à la surface. Ok, très bien. Et je perds mes moyens. Ok. Alors sur ces techniques-là, par exemple, donc vous avez le déclencheur. Donc on peut utiliser, par exemple, alors il y a des techniques autres que la PNL, hein, comme le MDR qui marche très bien, comme l'hypnose. Oui. Et si on travaille sur des outils PNL, on pourrait travailler peut-être sur une désactivation d'encre. On Mhm. pourrait travailler sur une dissociation. Ça marche très bien, c'est assez rapide. Voilà. Donc, il y a des outils effectivement qui peuvent vous aider. Alors après, ça peut être en formation, ça peut être aussi en consultation, hein, si vous n'avez pas envie de faire une formation. Les Oui. gens qui font de la PNL et les gens qui font de l'hypnose, le MDR, savent très bien faire ça et on peut s'en débarrasser très vite. Restez pas avec ça. Oui, oui. Ah oui, ça se fait depuis longtemps en plus. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions à me poser? Alors, OK. OK, au revoir à ceux qui nous laissent. Est-ce que d'autres personnes voudraient profiter pour échanger en direct? Laurence, peut-être? Je vois que tu as mis ta vidéo. Oui, pardon, Ouais. oui. Vas-y, super. Merci pour le retour. Moi, je suis sophrologue et praticienne en hypnose et je suis intéressée du coup par la PNL. Là, c'est vrai que je regarde pas mal de vos vidéos que je trouve très intéressant. Pour moi, c'était un peu obscur la différence entre la PNL et l'hypnose.
Oui, Parce que dans les vidéos aussi que vous faites, il y a pas mal d'hypnose. oui, Et du coup, pour moi, c'était pas encore très très clair. Mais là, j'avoue j'ai eu quelques réponses ce soir. oui. Alors, Parce que tu vois, il y a des techniques qui sont utilisées. comme la PNL est issue en partie de l'hypnose, il y a des points communs avec l'hypnose. On a des outils, par exemple, la restructuration des histoires de vie, la réempreinte, très proche des scénarios réparateurs en hypnose, etc. Donc, il y a vraiment des points communs. Et ce qui est intéressant, c'est que la PNL a pris un peu des outils de partout, puis elle aussi elle en a créé aussi. Et donc, ce qui est intéressant en PNL, je trouve, c'est qu'on a eu de la structure, hein, pour l'analyse, pour la modélisation, pour la compréhension, pour le questionnement, pour l'anamnèse, qu'on n'a Ok, pas forcément dans... D'ailleurs, il y a des formations en hypnose où on mélange les deux. Il y a même des gens qui font de la PNL sans le savoir, hein. Donc, ok, c'est très complémentaire. Et moi, j'ai beaucoup de sophrologues, hein, qui viennent se former à la PNL, et qui complètent leur parcours, hein, tout à fait. ok. Et, et moi, la façon dont j'enseigne la PNL, on a aussi des protocoles. Et des protocoles, ça peut être ou limitant ou aidant. Mais en tout cas, moi, ce que je considère intéressant, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière le protocole. Et à partir de ça, on peut adapter, c'est comme une trame, une logique, et on peut tout à fait sortir du cadre en utilisant cette trame et cette logique. Moi, j'aime beaucoup la flexibilité. Donc la Mhm. PNL apporte aussi de la structure dont on Oui, peut complètement sortir. ok. Voilà, et beaucoup de questionnements, beaucoup d'outils pratiques avec de la méthode, ouais, tout à fait. Ok. J'ai répondu. Ok, Oui, oui, oui. bonsoir. Est-ce que Yes. la formation Planète peut être financée par le CPF? Alors, on a une formation qui peut être financée par le CPF à l'intérieur il y a de la PNL. C'est le manager l'efficacité collective. Mais c'est une formation qui n'est pas que PNL. Il y a autre chose que la PNL. Il y a d'autres outils. Sinon, la PNL, juste la PNL, non. Ça l'a été pendant un temps dans notre cursus coach. Et puis, ben, malheureusement, ça l'est plus aujourd'hui. On n'a pas été renouvelé comme beaucoup d'écoles, malheureusement. D'autres questions? Alors, est-ce que on peut faire un ancrage à un moment en direct? Oui, on peut tout à fait faire un ancrage à un moment direct, en direct. À un moment où vous vous sentez super bien, faites-vous un ancrage. Et faites-le plusieurs fois. Et si l'émotion est très forte, ça va revenir. Très bonne idée. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer? Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette soirée. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Retrouvez-nous sur nos vidéos. Il y aura aussi un replay sur YouTube de cette session. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Ma collaboratrice Marine sera à votre écoute, ou par mail ou par téléphone. Et puis, ben, à bientôt pour une nouvelle conférence. Merci pour votre écoute. Bye bye. Au revoir.